Salut les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui nous avons un invité de taille qui est Mathieu Vénis. Mathieu Vénis. Alors vous allez avoir la chance de suivre son parcours, comment il est passé vraiment d'ingénieur à aujourd'hui auto-entrepreneur et bien intégré. Et chef d'entreprise maintenant. Et chef d'entreprise. On a passé par différentes étapes. Voilà. Donc vous allez découvrir tout son parcours et par toutes les étapes par lesquelles il est passé et comment il a fait justement pour, à un moment donné, si tu me disais bien, donc il est repassé en mode salarié. Voilà, donc il y a eu quelques frayeurs, quelques petites prises de panique dont il va vous en faire part pour vous montrer qu'il ne faut surtout pas lâcher. Donc, Mathieu, je suis très contente de te recevoir avec nous. Avec plaisir. Alors tu vas nous expliquer un petit peu à nos chers pilotes. Un petit peu. On les appelle les pilotes, c'est ça? Ouais, c'est les pilotes. Salut les puisque pilotes. c'est décolle leur vie. Ça marche. Grâce à Ah, des les pilotes modèles. d'avion. Voilà, exactement. Grâce à des modèles comme toi. Ok. Voilà, pour leur donner cette impulsion de prendre et de saisir les commandes de leur vie. Ok, D'accord. ça Voilà, marche. c'est ça le concept. Ok, super. Donc, maintenant, donc tu es chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai une SAS. D'accord. Donc depuis, à la base, tu étais salarié. Ouais, j'étais ingénieur donc, dans un domaine qui s'appelle l'ingénierie des modèles. D'accord. Donc, qui est un domaine de l'informatique un peu pointu, on va dire. Ouais. D'accord. Et j'ai travaillé pendant 4 ans en tout en tant qu'ingénieur. J'ai commencé, alors je suis originaire de Nantes, donc j'ai commencé 3-4 mois à Nantes. Ensuite j'ai déménagé sur Paris et j'ai travaillé pour, majoritairement pour Thales, donc dans l'aérospatial en fait. Grosse boîte. Ouais, 70 000 collaborateurs, en effet j'étais le salarié dans une case. C'est ça. Voilà. Je travaille sur le plateau de Saclay exactement, s'il y a des personnes qui connaissent Paris. Ouais, donc si vous connaissez... Ouais, plateau de Saclay, c'est ce que Macron ou Sarkozy appelait la Silicon Valley à la française. Donc c'est là où il y a Polytechnique. Et en fait, j'étais juste en face de Polytechnique dans le Thales Recherche et Développement. D'accord. Et du coup, comment tu t'es senti au Silicon Valley français? Comment? Comment tu t'es senti là-bas au Silicon Valley Ah, de France? pour moi c'était horrible. En fait, j'ai jamais été salarié dans ma tête. Ok. Quand j'avais 17 ans, j'avais créé une association sur Nantes. Oui. On organisait des concerts de musique, alors c'était de métal, punk, des trucs qu'on aimait à l'époque. Mais quand j'avais 15 ans, j'avais déjà créé aussi un site web d'humour à l'époque, où j'avais appris à coder parce qu'il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas tous les outils pour simplifier ça. Donc voilà, à 15 ans j'ai fait ça, à 17 ans j'ai fait ça. Quand j'étais à la fac, j'y allais pas vraiment. À l'époque, je voulais devenir joueur de poker professionnel. Donc, tout ça pour dire que j'avais des projets tout le temps, je partais toujours dans plein de directions. Donc tu étais déjà hors norme depuis très longtemps. Alors hors norme, je sais pas. Entre guillemets. Je sais pas rentré En fait, à- pourquoi je dis hors norme, c'est que j'ai du mal à me dire que la norme c'est le salariat. Je pense que c'est plutôt une déviation qui fait qu'aujourd'hui c'est la norme parce que tout le monde le fait. C'est ça. Mais dans ma tête, je voulais avoir des projets. Et le meilleur moyen pour moi de faire des projets, c'était l'informatique à l'époque. Ok. Et j'avais pas compris qu'en devenant ingénieur, j'allais être un esclave ou un salarié au même titre que les autres. Je pensais que c'était un métier un peu Fallait indépendant. être, Ouais. Dans l'ouverture et justement être libre. Mais oui, et puis même si j'allais pas trop à la fac, les projets je les faisais quand même, les projets de fin d'études et puis les projets même, on a des projets pendant les 5 ans. Et ça c'était super intéressant. Donc j'aimais le cœur de métier en fait. D'accord. Ouais, le cœur de métier, j'aimais ça, j'aimais créer intelligemment, parce qu'il faut que ça marche derrière, c'est pas juste de la créativité, il faut aussi que ça tienne Et debout. derrière, après, Ouais. voilà, ça puisse suivre. Donc j'aimais le cœur de métier, par contre les conditions de salariat, et encore plus dans une société immense, alors c'est pas que Thales, parce que chaque fois je dis Thales parce que c'est mon expérience, mais c'est n'importe quelle grosse boîte en fait. On est rangé dans une case, et ce que je détestais par-dessus tout, si on peut parler un peu de ce passage-là, Oui, c'était les entretiens annuels. D'accord. Tu vois, Pour évaluer un petit peu. Ouais, en fait, t'arrives, tu te dis j'ai vachement bien travaillé, t'as envie de dire je suis meilleur qu'un autre, tu vois, si t'as vachement investi de temps sur ton projet, Bien sûr. t'es fier de toi, et on te dit bah, de toute façon t'es dans cette grille-là, donc ok, t'as super bien travaillé, donc tu vas prendre, 4%. C'est-à-dire l'inflation c'est 2%, donc on va te donner 4%, et moi j'arrivais et je demandais 25%, moi j'étais dans ma tête Oui, quoi. bah oui. Je- Par rapport au travail fourni, tu te disais. Mais même pas, en fait, c'était complètement irréaliste quand j'y repense maintenant. Mais moi, dans ma tête, j'arrivais, je disais, ouais, je veux 25% de plus parce que je veux tant d'argent pour vivre et je serais heureux comme ça. Et quand on me disait non, tu auras 4% et c'est déjà énorme par rapport à ce que tes collègues auront, je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas pour moi ça. Ouais. Là, tu as eu la confirmation Ouais, que tu n'allais pas rester là. ouais parce que dans ma tête, moi, je me disais, je serais heureux quand j'aurais 10 000 euros par mois, tu vois. Mais c'est complètement possible, en fait, en tant que même ingénieur ou salarié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des positions qu'on pourrait dire moindres en termes de salariat, qui vont se dire, moi, je suis, je sais pas. Je
suis comptable ou je suis dans l'administratif ou autre. Et ils disent les ingénieurs gagnent beaucoup d'argent par exemple, ou les médecins gagnent beaucoup d'argent. Et en fait, moi j'avais cette vision-là aussi. Et en fait, c'est pas vrai. Quand j'avais commencé à travailler à la sortie de mes études, c'était 2000 euros, quelque chose comme ça, 2003. Pas 10 000 euros. Non, voilà. Mais je veux dire, 2003, c'est beaucoup par rapport à certains, mais c'est peu par rapport à l'image qu'on a du métier. Donc je me suis vraiment fait avoir dans ma tête. Voilà. C'est vrai que quand on pense ingénieur, on pense que voilà, le début de carrière, c'est 4 000, 5 000. Ouais. Quand tu vas demander à des personnes lambda, ça sera à peu près ça. Et c'est même ce qu'on dit dans les écoles. On nous dit que vous allez sortir, vous aurez 4 000, 5 000. C'est faux en fait, c'est faux. Un énorme fossé entre voilà. l'idée et la réalité. Ouais, exactement. Comment t'as fait pour survivre là, pendant toutes ces années Pendant 4 ans, alors survivre c'est le mot. Moi en fait quand je vais pas bien, j'ai mon corps qui me crée des maladies. J'ai souvent envie de dire maladie. C'est ça, et on va dire les choses du coup, il s'est exprimé. Ouais, alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et ouais. J'ai tendance à croire que c'est vrai aussi. Mais bon, la médecine aurait tendance à dire que c'est pas forcément le cas exactement. Donc du coup, moi j'ai développé des prises de poids, j'ai développé des crises d'eczéma, j'avais toute la moitié du corps. Ouais, plus que des plaques, j'avais toute la moitié du corps qui était à gauche, là, qui était recouvert d'eczéma de la hanche jusqu'à l'épaule. Donc je grattais tous les jours, c'était assez horrible. J'ai pris 15 kilos. Et au fil de l'eau, j'ai déclenché une hernie discale. Donc, la totale. Ouais, c'était vraiment horrible. C'était même, j'y repense, c'était horrible parce que je prenais donc le RER B tous les matins, donc de d'Enfer-Rochereau au plateau de Saclay. Donc c'était à Massy-Palaiseau, après il y avait un bus à prendre. Et cette période-là de ma vie, j'avais tellement mal au dos avec cette hernie, donc au niveau L4, L5, donc dans les lombaires au niveau en bas, que je pouvais même plus poser le pied par terre, tu vois. Donc dans le RER, j'étais comme ça. Et il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que quand je voulais m'asseoir dans le RER, je disais excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser votre place? Parce que j'arrivais à un moment où il n'y a pas de place dans le RER. Et il me disait non, toi t'es grand, t'es beau, t'es jeune, donc reste debout et laisse ta place aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Forcément, c'est pas prioritaire pour eux. Ouais, et j'étais pas du tout comme aujourd'hui, j'étais beaucoup plus timide à l'époque. Et donc j'osais pas, une fois j'avais dit ouais j'ai une hernie, on me dit ouais c'est ça, c'est un mensonge, voilà t'as rien. Et donc c'était horrible quoi. Et en fait ce qui m'a poussé à partir, c'est que la souffrance était vraiment trop dure à ce moment-là et j'ai dit, dans ma tête c'était soit je meurs, soit je pars quoi. Ouais, en gros c'était vraiment ça. C'est marche ou crève quoi. Ton déclic c'était vraiment ta souffrance, c'est-à-dire que si ton corps n'aurait pas suffisamment tiré sur la corde. Je serais pas parti, ouais. Ouais, d'accord. Bon, alors ça dépend des personnalités, parce qu'on a en fait des déclics, j'en ai eu toute ma vie. Enfin, c'est pas des déclics, c'est plutôt des signaux d'alarme qu'après on va actionner en déclic. J'ai commencé à gagner de l'argent. Donc comme c'est un fonds, tu as un fonds qui est personnel, ton compte personnel, et c'est pour ça que tu crées une boîte, pour que ce soit une personne morale qui soit décorrélée de tes économies personnelles. Parce que si tu fais pas ça et que tu fais auto-entrepreneur, tu commences à rentrer de l'argent, c'est déduit en fait de tes charges. Donc en gros, si tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires pendant un mois et que tu avais 2000 euros de chômage, et ben t'as que 1000. Donc en fait, il n'y a pas pire pour être motivé à travailler parce que plus tu gagnes, moins tu gagnes. Tant que tu rattrapes pas la balance. Donc moi j'avais créé une vraie société, une SAS. Donc du coup le chiffre d'affaires je le mettais sur la boîte et moi je prenais le Pôle emploi. Donc après tu prends, tu gagnes de l'argent, donc après tu commences à te payer. Donc tu vois, tu prends un peu d'argent de l'autre vase. C'est comme si tu avais deux vases, il y en a un qui est rempli par la magie de l'État et l'autre qui est rempli par ton travail. Et donc je prenais, et après je prenais de l'autre, et en fait, voilà, j'étais entrepreneur comme un salarié. C'est-à-dire je me versais ce que j'avais besoin pour vivre, mais jamais plus quoi. Sans aller chercher... Sans aller chercher plutôt le critère d'investissement, critère d'embaucher des gens, critère de payer des formations, tu vois, d'avancer. Donc j'ai vraiment cru très très doucement, alors il s'est placé vraiment plein de choses, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait des lancements, j'ai eu des trucs, mais en fait, si tu regardais mes courbes de chiffre d'affaires, ça faisait bloum, 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 t'as plus d'argent, je travaillais dans la pression. Et jusqu'au jour où cette pression était assez... importante. Non, justement, non, assez satisfaisante pour être, ce soit ma zone de confort et à consommer toutes mes économies jusqu'à un jour où je me suis réveillé à Opéra, donc je sors du métro et je consulte mon compte. J'avais une phobie de consulter mes comptes bancaires et je vois en gros compte pro qui va arriver à 0 et compte perso, il m'en reste 2 mois de loyer, quoi, un truc comme ça. Donc je me dis, c'est foutu, ouais, c'est foutu.
J'ai appelé ma mère ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit putain c'est pas possible, Aide-moi. j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et c'est là où on en discutait juste avant l'interview, où je me suis dit j'ai deux choix, soit je redeviens ingénieur, j'ai le diplôme et voilà, soit je trouve un métier salarié qui va me permettre de survivre, enfin quand même de manger et de payer mon loyer, mais aussi de progresser pour développer ma boîte. Aussi, voilà. Ouais. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, avec toute l'expérience que j'ai, je vais travailler dans le marketing. Et je suis allé toquer à une porte au sens propre. Okay. Au sens propre, c'est-à-dire que j'ai pas envoyé de mail ou autre, je suis allé en bas et j'ai toqué à la porte, quoi. Enfin j'ai sonné à l'interphone. Tu les connaissais, tu les avais repérés J'avais repéré, franchement ça s'est fait en 2 secondes. En fait j'étais à Opéra et j'ai regardé où est-ce que je veux travailler. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une agence marketing où ils étaient déguisés en lapin géant et tout ça. Je me suis dit, ça a l'air marrant. Ça va me changer de toute l'ambiance un peu aseptisée du salariat que je connaissais. Donc en gros j'ai pris la boîte la plus loufoque de marketing. Wow. Ça s'appelait il y avait un nom, je ne sais même plus comment c'était, de marketing, inbound marketing. Donc c'est du marketing entrant. Mais à l'époque je ne connaissais même pas le terme en fait. Et donc j'allais bosser pour une boîte d'inbound marketing, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc du coup j'ai toqué machin, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient dans un voyage une fois par an qu'ils allaient faire. Mais ils m'ont quand même dit, donc j'ai quand même eu la réceptionniste qui m'a donné un numéro de téléphone, j'ai appelé. Je suis tombé sur un gars qui s'appelait Pierre qui m'a dit envoie une lettre de motivation à telle adresse, mais ils m'ont dit on ne recrute pas de toute façon. Les embauches sont totalement gelées, mais comme je les ai tellement saoulés pour envoyer ma lettre, ils m'ont dit vas-y envoie ta lettre quand même, mais on t'embauchera pas quoi. Et donc j'ai pris le métro, je suis rentré chez moi. J'étais une furie en fait. À ce moment-là, j'ai appelé ça le choix primaire en fait. C'est quand tu là c'est de l'ordre du vital. C'est l'instinct de survie. Ouais. Donc j'étais entre les pleurs, la rage, tout le truc quoi. Mais c'est vraiment ça s'est fait comme ça. J'ai pris conscience que j'avais plus rien quoi. Là t'as la sonnette d'alarme vraiment au max. Et il y a une histoire qui est marrante parce qu'en fait la boîte elle s'appelle 1 minute 30. Tu vois Okay. Et je me suis renseigné, mais pourquoi 1 minute 30 ? Tu vois, j'envoie une lettre à une boîte, je sais même pas ce que c'est que l'inbound marketing, je vais dire, je vais déjà me renseigner sur le nom de la boîte. Et en fait, c'était le nombre de temps qu'une personne peut rester attentive sans être distraite. C'est 1 minute 30 en fait. Voilà, c'est le temps maximal que tu peux avoir pour faire passer ton message dans une vidéo ou autre. Par exemple, tu fais une vidéo courte sur YouTube, 1 minute 30, c'est si tu veux vraiment impacter. Voilà, aujourd'hui, c'est moins d'ailleurs, c'est 1 minute 20, je pense, comme ça. Mais bon, à l'époque, vous avez fait le nom de la boîte, c'est 1 minute 30. Et donc je me dis, ok, comment je fais ma lettre de motivation ? Je fais cette lettre de motivation. Le temps moyen de lecture d'un français en 1 minute 30 est de tant de mots. Voilà. Donc cette lettre de motivation fera tant de mots. Je l'écris. Une fois que j'ai écrit mon truc, je fais CTRL A, je suis dans Word, je fais le compteur de mots, tu vois. Et je vois pile poil le nombre de mots, je sais plus comment c'était, exactement pareil. Je me dis, vas-y, c'est un signe du ciel. Ouais, c'est bon. J'envoie la lettre et je corrige même pas, il y avait des fautes partout en fait, mais on s'en fout. J'envoie ça. Et 2 jours après, le patron me répond et il me dit on m'a jamais fait une lettre de motivation aussi folle que ça. C'est ça. Et il me dit parce que j'avais écrit le truc, tu vois, comme je pensais quoi. À l'image de la boîte. Voilà. Donc il me dit, il me répète au téléphone, il me dit on n'embauche pas, mais par contre j'ai quand même envie de te rencontrer parce que en termes de marketing, on m'a jamais fait ça dans une lettre de motif. C'est ça. Tu t'es démarqué. Ouais, mais alors complètement. Et donc j'y vais et je fais un rendez-vous, c'est même pas un entretien d'embauche. Et à l'issue de ça, le gars me dit bah écoute, on va te créer un poste juste pour toi. Et en gros, tu vas développer le secteur formation en ligne. Du coup, moi, je vendais de la formation en ligne sur Internet. Eux, ils vendaient à leurs clients, c'était Guy Hockey, c'était Apple, etc. Donc des grands comptes. Et ils faisaient de la prestation. Et ils ont dit on va développer le secteur formation en ligne pour expliquer comment faire du marketing aux gens. Et donc du coup, je suis devenu au début chef de projet pour ce truc-là qui s'appelait 1 minute 30 TV, qui était la version formation en ligne du 1 minute 30. Et ensuite, ils m'ont nommé au bout de 2 mois. Je suis devenu directeur marketing de la boîte. Très rapidement. 2 mois, ouais. Après, c'est une petite boîte. Hein. C'était 7-8 salariés, un truc comme ça. Et puis il y avait des stagiaires et des prestataires aussi. D'accord. Mais quand même, c'était bien parce qu'ils avaient 1 minute 30, c'est un gros site de marketing en France. C'est assez connu. Donc voilà, et donc du coup, ça a été ça. Alors là, pour moi, ça a été, je me suis dit en fait, à un moment quand j'ai connu ça, j'avais toujours pensé agir, donc mon site que je développais derrière. Et je me suis dit quand même, il y a un vrai projet et j'ai l'impression d'être une start-up dans une start-up. Et c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. Donc je me suis dit, ça va être cool quand même. Donc j'ai vraiment tout investi, c'était en juillet-août 2017 ça, où j'ai développé pendant 2 mois un truc de fou. Enfin, on avait toute l'école en ligne, plus de 30 formations. C'était, enfin non, pas 30 formations, c'était plus de 35 heures de formation qu'on a tourné avec des experts différents. Donc il y avait Frédéric Canvet, conseiller marketing, je ne sais pas si vous connaissez, Thomas Gazio qui est à Puissance Live, il y avait Lorenzo Pancino de Learnybox, enfin tout l'infoprenariat français y est passé. Comme j'avais développé un réseau pendant ces années, j'ai pu faire tout marcher, faire tout concorder et faire un truc en 2 mois de fou quoi. Donc on a lancé le truc et tout.
on le lance vraiment à l'arrache, vraiment vite et tout. Et on fait, je sais plus, c'était 15 000 euros de chiffre d'affaires quand même, déjà, pouf, comme ça. Donc moi j'arrive, on travaille 2 mois, on lance le truc, boum, 15 000. Et là, mon patron, il n'avait pas cette psychologie de l'infoprenariat où tu fais un peu et tu recommences derrière et tu continues, tu vois. Et là, lui, il me fait, ouais, c'est pas assez, nanana. Et en fait, il tire une balle dans le projet, quoi. Ouais, en fait, c'était un peu ça l'idée, même s'il l'a jamais vraiment avoué. C'était un peu ça l'idée, il s'est dit, ouais, c'est pas suffisant. À côté, on fait 2 500 000 de CA. Donc, il là, n'y avait pas l'idée de. Il voyait pas la graine qui germait. Okay. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment dégoûté. Et j'avais vraiment cette volonté d'entreprendre et d'avoir le projet et de le développer comme je le pensais. On n'était pas d'accord sur plein de points aussi. Et donc j'ai retrouvé cette friction où lui c'est le chef d'entreprise et il a ce que je veux. Et moi je suis le salarié et je dois être dans son moule. Donc ça a duré 9 mois. Je suis resté 9 mois dans cette boîte-là. C'était quoi l'entretien annuel? Pareil. C'est beaucoup plus violent que les autres. Ouais, que les autres. En plus là, pour le coup, j'étais quand même dans une start-up, donc le gars était pas, il n'était pas récalcitrant à m'augmenter ni aussi à me donner des parts de la boîte. Donc c'était vraiment. Il y avait plus d'ouverture. Ouais, pour le coup, c'était quelqu'un quand même de bien. Je suis venu, j'ai fait le projet, ça n'a pas marché comme lui il voulait. Et donc je vois ma conseillère pour l'emploi, déjà elle me regarde, elle me fait, vous n'avez pas 9 mois, vous avez 18 mois. Je fais, mais je comprends pas, comment tu j'ai 18 mois, j'ai travaillé avec 9 mois. Elle me fait, en fait, Hollande est passé, il a remis la loi à 24 mois et c'est rétroactif. Wow. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était rétroactif à 3 ans. Moi j'étais parti en 2013, donc il faut après faire tous les calculs. Mais en gros, si je partais si je faisais la rupture conventionnelle une semaine après, j'avais pas les 9 mois. Donc là je me suis dit, ouais, vraiment l'univers en train de m'aider pour que je fasse là, c'est tout le passage. L'histoire est folle. Et donc du coup elle me dit, bah non mais t'as récupéré 9 mois plus 9 mois, 18 mois. Et elle me dit, par contre t'as déjà eu le fonds accre. Et donc je dis, ouais mais je suis super motivé, je lui montre les chiffres parce qu'entre temps j'avais multiplié le trafic de mon site par 3, le chiffre d'affaires par 3, j'avais embauché des prestataires et tout. Et je lui dis, voilà, moi je lui dis, il me faut le maximum que je peux avoir des 9 mois parce que tout ça, ça va me faire vivre et moi je réinvestis tout pour exploser. Et elle me dit, bon bah présente-moi ton projet et tout. Et je lui fais, bah j'ai un grand réseau, je connais par exemple Alexandre Cormon qui est premier coach, love coach, c'est un ami et tout. Et là elle me regarde, elle me fait, mais je suis fan de Alexandre Cormon, je l'adore, tu le connais vraiment? Et là je sors mon téléphone et je lui montre mon agenda et je lui dis, mais j'ai rendez-vous après-demain avec lui, on mange ensemble. Et elle me fait, oh c'est vachement bien et tout. Et donc du coup, alors je sais plus si c'était à cette période-là aussi, mais après, sur ce moment-là, j'avais été contacté par Hachette aussi pour écrire un livre, du coup, qui a été publié en septembre 2019, là, donc ça remonte à il y a un an. Du coup. Et elle m'a dit, mais c'est génial, j'adore. Et donc du coup, donc comme elle était fan d'Alexandre Cormon, elle m'a dit, c'est par transitivité en fait. Ouais, elle dit, bon, ce mec-là, s'il le connaît, c'est que c'est bien, donc on va le couvrir. Donc en fait. J'avais mes validations qui étaient faites et on savait que je créais une boîte. La personne qui aimait Alexandre. Ouais. Et donc mais pas que Alexandre Cormon, le projet, tout ça, elle connaissait aussi mon site en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 semaines ou quelque chose comme ça, elle a mis un message sur LinkedIn. Donc elle s'appelle Christine. Et elle a écrit ah ton livre est génial, j'étais à ton webinaire et c'est trop bien et t'as réussi, heureusement qu'on a fait ça. C'était assez marrant. Oui, parce qu'elle sait qu'elle était là à la jonction, dans les prémices entre guillemets, même si voilà. C'était pas les prémices, mais c'était Pas les prémices. Mais... En fait en France, ce qui est super compliqué à mon époque, maintenant c'est plus le cas, c'était quand tu faisais 32 700 euros de CA. Alors même si moi j'avais fait voilà, parce que j'aurais pu très bien me dire j'arrête ma SAS et je fais un auto-entrepreneur. Mais comme je gagnais plus que ça, je pouvais pas. Et le problème, c'est quand tu es à 40, 50, tu peux absolument pas te payer. Enfin, si tu es salarié, si tu es locataire, tu vois, à Paris, c'est même pas la limite, c'est impossible. Il faut faire un jump de 32 700 à 90 000, à peu près, voire 100 000 si tu veux réinvestir. C'est quantique un peu. Oui, puis c'est assez compliqué à faire quand même. Donc ce saut-là, je l'ai fait, mais ça n'a pas été simple. Et donc voilà, il y a eu toute cette histoire-là qui a été faite. Ah, c'est génial. Ouais. L'univers, voilà. En fait, il y a un moment, il faut y croire, quoi. Enfin, je veux dire, il faut se dire. Croire en toi et en tes possibilités. Ouais, c'est même pas croire au projet, c'est croire en toi en fait. À ta capacité à rebondir, à ta capacité à créer des choses impossibles dans la vie qui du coup deviennent possibles pour toi. Ouais, ça, puis tu peux les expliquer après en interview, on te dit. Après, les gens derrière, ils vont dire, ouais, mais il a eu de la chance. Oui. Sauf que quand je l'ai fait, j'étais dans Non, puis j'étais dans un état mental qui faisait qu'il n'y avait pas de place à la chance. Enfin, tu vois, on pourrait dire, il a eu de la chance, mais non. Enfin, à un moment, j'ai trouvé un job de finalement directeur marketing en 2 semaines sans diplôme en marketing. J'ai eu ces 9 mois qui sont arrivés bizarrement. J'ai eu une conseillère à Pôle emploi qui m'a couvert. J'ai rencontré le bon prestataire aussi, pareil, qui m'a fait multiplier le trafic de mon site par 3. C'est pas de la chance en fait, c'est le mindset. C'est quand tu présentes. C'est tout sauf de la chance. C'est tout sauf de la chance. C'est ça. C'est quand tu présentes le truc. Quoi. Et puis,
Qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé à l'action. Ouais, bah ça après, du coup, c'est mon credo, ça, sur mon site. Ouais. Donc c'est pas, enfin je veux dire, la chance c'est quand tu fais rien et que ça tombe, voilà. Non, là c'est parce que Mathieu il a vraiment bougé, il a pris conscience que là il était en zone d'urgence entre guillemets, d'accord, et que là il s'est dit bon bah là il y a, il y a tout à faire là, parce que sinon je me retrouve à la rue, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, on est d'accord. C'est ça, alors je me serais pas retrouvé à la rue, j'aurais quand même été vers ma famille, tu vois, mais dans ma tête c'était ça, puis si tu reviens chez ta mère à 30 ans, c'est chaud ça. quoi. On sait bien que tu vas pas être à la rue, il y aura toujours les parents qui vont être là derrière, la famille, mais c'est le fait de régresser psychologiquement, ça de se dire là j'ai pas assuré, et là je me retrouve voilà, à 30 ans je sais pas maman. Après je pense que les gens qui peuvent se retrouver vraiment à la rue vont encore plus agir et vont encore plus avoir de chance entre guillemets. Ouais. En fait les opportunités ça se provoque vraiment. Ah, ça c'est des opportunités, ouais, ça se provoque vraiment quoi. C'est mais il faut le tu peux pas y croire à l'avance en fait. Les gens ont beau, parce que je suis passé par là à regarder des interviews. Moi j'appelle ça les interviews à la con, parce qu'à chaque fois je disais ouais mais le mec là-dedans, soit il a de la chance, soit il ment, soit... Enfin, tu vois, à chaque fois je trouvais une excuse en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est tellement plus facile de se dire que mais oui, c'est un montage, c'est pas vrai. Ou il avait des conseils d'un gars qui s'y connaissait ou je sais pas, c'est complètement faux. Ouais. Donc là vous avez vraiment... moi les personnes que j'interviewe ce sont vraiment des personnes authentiques, et si je les interviewe c'est vraiment par rapport à leur histoire et leur mindset. Et c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de vraiment de passer à l'action et de croyances ici, là, avec vos croyances limitantes. Et là, voilà, Mathieu, c'en est la preuve vivante, comme plein d'autres. Donc, c'est accessible. Je pense que c'est quand même réservé à des personnes qui ont quelque chose au fond d'eux, qui veulent, tu vois, répandre. Tu vas pas créer ta boîte pour devenir riche. Je pense que c'est pas possible ça. Tu deviens riche si tu répands ton message assez largement et que ton message impacte les gens. Ouais, d'accord. Mais j'y crois pas. C'est-à-dire riche pour être riche, il n'y a pas de... J'y crois pas. Riche pour être riche, ça veut dire que tu as déjà de l'argent et que tu vas faire des investissements en bourse ou des trucs comme ça. Mais il faut quand même... je pense que la personne à la base, le self-made made, en gros, celui qui émerge de nulle part et qui se fait beaucoup d'argent, il avait quelque chose à transmettre. Peut-être que ce quelque chose ne va pas parler aux gens. Tu vois, je prends souvent l'exemple extrême de McDonald's. Ouais. Mais je suis sûr, on l'a pas là, mais il doit être mort d'ailleurs, mais le mec qui a créé McDonald's, il devait avoir une vision derrière, qui pour lui était, je sais pas, il devait avoir quelque chose. Après, je sais pas ce que c'est, tu vois. Après, il y a la fondation McDonald's, donc peut-être que derrière... Ouais, après, c'est peut-être des optimisations fiscales, tu vois. Mais ça, justement, c'est comment optimiser les choses, c'est autre chose, ça. Mais je pense que les gens, tous les entrepreneurs qui ont réussi, sans exception, et même les plus grands dictateurs, je pense qu'au fond d'eux, ils pensaient que c'était bien, tu vois. Même les plus horribles. Il y avait une intention... qui pour eux, ils pensent, tu vois, peut-être qu'il y en a qui pensent que tuer une minorité ethnique, c'est bien pour la planète, tu vois. J'en sais rien. Au fond d'eux, s'il y a une conviction à l'intérieur. Et je pense qu'ils sont capables de rassembler assez de gens qui ont la même conviction qu'eux pour faire un truc grand qui va rapporter de l'argent derrière. C'est un peu toujours ce mindset-là qu'il faut avoir. Et donc, il faut apporter quelque chose qu'on... Tu vois, parce qu'il y a un truc, tu sais, j'ai le plus gros site de dev perso francophone, donc Pensez Agir. Et du coup, je les ai tous rencontrés, moi, les élèves de dev perso. Et il y a plein de gens qui disent, tu sais, un peu qui vivent dans le monde des bisounours, si on fait les choses bien, ce sera bien et tout ça. Moi, je dis oui, mais en fait, c'est pas forcément bien pour tout le monde. C'est les choses qui te semblent bien pour toi. C'est ça, c'est une évidence pour toi, mais pas forcément pour un... Voilà. Et ça va marcher. Et tu vois, avec toutes les grèves qui en ce moment, ou les mouvements sociaux ou autres, bah, chacun de son côté pense que c'est bien ce qu'il fait, quoi. On est d'accord. Mais c'est par rapport à leur propre conviction. Voilà. Donc, si les gens qui regardent cette interview ont envie de développer des projets, il ne faut pas que ce soit juste pour le résultat, il faut que ce soit vraiment pour faire quelque chose qui compte pour eux et qui est vraiment important pour eux. Et si c'est assez important, bah, du coup, ils vont trouver leur chemin, les opportunités et tout. Ouais. Et à la fin, ça va rapporter de l'argent, de la réussite. Les gens vont dire « Waouh, c'est vachement bien ce que tu as fait », de la fierté, tu vois. Bien sûr, une espèce de reconnaissance. La reconnaissance met beaucoup de temps à venir. Moi, la reconnaissance, je l'ai eue quand j'ai écrit mon livre. Elle attend tout de suite. Hein. Ouais, mais non, mais ce qui est dingue, c'est que, en fait, encore là, ma famille, à Noël, m'a dit ça a dû être super dur d'écrire ton livre. Et j'aurais dit, mais c'était tellement simple, à côté de créer Penser Agir, de créer un site qui fait 400 000 visiteurs par mois, de créer des formations en ligne. J'en ai plus de 50 heures de formation en ligne, de créer une offre qui va se vendre à 1 000 €. Donc convaincre les gens que 1 000 €, ça peut s'investir chez moi. Complètement. Non, mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est du temps. Écrire un livre, tu vois, ça peut paraître... Oui, voilà. C'est une croyance.
à fait. Si tu sais de quoi tu parles, c'est facile d'écrire un livre. Ça va être fluide. Ça va être Oui, puis t'es investi, quoi. Tu vois, c'est pas tu te forces pas à l'écrire, exactement. t'as envie de le faire. Ouais, Comme c'est-à-dire- un jeune qui va jouer aux jeux vidéo pendant 15-20 heures de suite. Pour quelqu'un d'autre, c'est impossible, mais pour lui, c'est facile, tu vois, parce qu'il easy. il est investi dans le machin. Ouais, d'accord. Et t'en as, t'as des jeux vidéo comme Minecraft ou autres, donc c'est des jeux super connus, où tu construis des choses, et t'en as qui vont te construire des tours Eiffel, qui vont Qui vont construire faire des choses des magnifiques, ouais. choses de fou. Et c'est super compliqué, mais pour eux, c'est simple, parce que c'est leur truc, tu vois. Et ils trouvent Parce ça qu'ils bien. sont à fond dedans, ils ont un plaisir à. Ouais, ils ont leur à communauté développer. dans le jeu, ils Exactement. discutent avec leurs amis, ils passent du bon temps, et c'est bien pour eux, et donc ils construisent des choses. Et derrière, je suis sûr que s'il y avait quelqu'un qui fait des jeux vidéo ici, il dirait, je pense que c'est bien aussi, au-delà même du jeu. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et tous ceux qui C'est réussissent, dépassé. ouais, il y a toujours une forme de dépassement de soi, mais tu le fais pas pareil, tu vois. Chez les gens, d'ailleurs, le jeu vidéo va devenir un sport olympique là bientôt. Ça m'étonne pas. C'est incroyable, tu vois, c'est fou quoi. Mais c'est Donc ça. partout tu peux en fait. Voilà. C'est juste énorme. Mais tout est possible quand tu regardes bien. Les choses, elles évoluent. Des choses, tu sais, souvent, on dit, oui, on va vous prendre pour un fou au départ. Ouais, c'est ça, ouais. On va Et- vous ridiculiser. Et après, on va te demander, mais comment t'as fait? Ouais, c'est ça, ouais. Donc au départ, voilà, on va vous prendre pour des fous, pour des folles, parce que vous avez des projets tellement, Hors norme. ouais, tellement hors normes, tellement ambitieux, des fois même utopiques. Plus quoi? Utopiques. Ouais, carrément. Des fois, c'est même trop utopique. Et du coup, les gens vont dire, mais ça va pas, Mais- là. La définition de la folie, c'est qu'il n'est pas dans la norme. Donc de toute façon, un entrepreneur est fou. De base, D'accord. parce qu'il n'est pas dans la norme. Tu es fou, je suis folle. Ah, on est complètement fou. Hein. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, toi, t'es encore plus folle parce que toi, t'es une femme avec un Ah oui. enfant qui se lance. Et pas qu'un enfant, moi j'en ai. T'en as plusieurs? J'ai une tribu, moi. T'as une tribu qui te lance, donc c'est encore plus fou C'est ça. que moi j'étais fou parce que j'étais un ingénieur qui avait déjà sa carrière. Mais voilà, En fait, mon chacun- ambition, c'est développer des fous. En fait. Chaque entrepreneur est fou en fait. Parce C'est qu'après ça. t'as l'autre qui va pas avoir d'argent, qui vit dans une cité, on va dire mais t'es fou, tu vis dans une cité, c'est pas pour toi. Et en fait, quel que soit le cadre, t'auras la norme qui te dira t'es fou. Donc à un moment je me suis dit ouais, je suis fou. J'accepte la folie. Et c'est beau quand ça marche par contre. Mais il faut pas l'attendre pour être heureux. Oui. Et puis il faut rien lâcher. C'est-à-dire que si tu sens que c'est une folie qui est juste avec toi, qui est juste avec tes valeurs, vas-y. En fait, tu peux douter, mais lâcher définitivement. Tu peux même lâcher un petit peu, tu vois. Mais lâcher définitivement, c'est juste impossible. Si c'est possible de lâcher, en fait, faut pas de regret parce que les personnes qui ont essayé, qui ont lâché, qui finalement pas devenues entrepreneurs, c'est honnêtement que c'était pas pour elles. Tout à fait. C'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à ces futurs fous? De ne pas réfléchir à un business plan ou de ne pas réfléchir à comment gagner de l'argent ou si ça va être rentable ou en fait de vraiment pas réfléchir à comment créer une boîte mais vraiment de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. Le pourquoi. Le pourquoi. Ouais, et généralement il y a une histoire un peu plus profonde, tu vois, sur la famille ou sur un proche qui aurait vécu une vie un peu pourrie ou qui serait mort sans réaliser ses rêves. Enfin, pas forcément aller jusqu'à la mort, hein, mais Ok. aussi des gens. Enfin Là, moi, tu nous dépeins, voilà. comment? Tu nous dépeins une version oui, qui pourrait être d'un proche qui aurait perdu Il y a sa vie. Et forcément une raison. C'est pas forcément le proche qui a perdu la vie, ça peut être, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la personne qui est encore vivante, mais qui a une vie vraiment de merde, tu vois, et qui est installée tous les jours dans sa télé et qui se rend même pas compte. Bien sûr. Et toi, ça te fait souffrir et tu te dis, en fait, je veux pas que les autres gens aient ça. Exactement. Mais il faut, ou alors ça peut être même toi-même quand Même t'étais soi-même, enfant. à un moment donné, Ouais. oui. Je sais pas si t'étais enfant, t'étais ultra timide et tous les jours on te mettait dans une poubelle et on te tapait, tu vois. Ben, tu vas peut-être avoir envie d'aider les jeunes qui sont dans cette situation à faire ça parce que toi tu l'as dépassé, mais ça a mis du temps. Et il faut trouver ça. Et à partir du moment où tu as trouvé ça, tout le reste, les business plans, les stratégies d'entreprise et les machins, Ça reste, ça mettra plus ou moins de temps. C'est là où les contacts, en effet, ça sert. Si tu as déjà du réseau, en effet, tu vas aller plus vite. Mais il y a une facilité qui va se créer. ouais, bien sûr. Et si tu as déjà de l'argent, oui, tu vas aller plus vite. Mais c'est pas une barrière Oui, fixe. c'est quoi. pas non incompatible. Ça met juste un peu plus de temps Ouais, ou d'accord. un peu plus d'audace. Donc ça serait le deuxième ingrédient que tu pourrais donner. L'audace. Ouais, après faut oser. Mais une fois que tu as connecté à ça, t'oses tout en fait. Ouais. Tu t'en fous, tu vois. T'oses, Voilà, tu crains plus le regard, tu crains plus. Donc tu sors de ta zone de confort, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que ton pourquoi, il est tellement puissant à C'est l'intérieur ça, ouais. que c'est lui qui vient de te donner des coups de pied aux fesses quelque C'est part ça. et il te dit mais tu peux plus rester dans l'ombre quelque part. Ton truc il te tire dans les tripes.
Ouais, et généralement la première chose à faire quand tu as un projet comme ça et que tu sais pourquoi tu le fais, c'est de t'entourer. Et donc Pour les bonnes personnes. ouais, alors des bonnes tu verras, ça tu vois ensuite, mais au moins de t'entourer de gens qui sont dans ce que tu estimes à peu près la même démarche quoi. Et aujourd'hui avec internet c'est facile quoi, tu vas sur internet, t'envoies un mail et tu l'écris du coup avec ce que tu as au fond de toi quoi. Pas, tu l'écris pas comme une lettre de motivation, tu vois, si on revient, tu l'écris vraiment avec pourquoi est-ce que tu rencontres la personne et je sais pas, qu'est-ce que tu peux lui apporter ou... Les interviews, c'est bien pour contacter les gens, tu vois, tu contactes, tu vas interviewer quelqu'un, les gens aiment, tu vois, moi et tout le monde, on aime bien parler de nous et de nos projets et raconter nos histoires. Est-ce que vous êtes des modèles, en fait? Bah, on se considère pas comme des modèles, mais genre, si la personne nous interviewe, c'est qu'elle, elle nous considère du coup comme ça. Et nous, on a envie de raconter notre histoire, de toute façon, parce qu'on a tellement galéré pendant 10 ans. Enfin, moi, dans mon cas, c'est pas 10 ans, du coup, c'est 7 ans, de 2010 à 2019 à peu près, ouais. Qu'on a envie de partager ce qu'on a fait, tu vois. Donc c'est facile pour les gens qui veulent démarrer, ils essaient d'interviewer des gens qu'ils considèrent du coup eux comme des modèles, et les interviewer, les mettre en avant, partager leur histoire, et ça c'est cool. Et c'est une bonne façon de rencontrer les gens, je pense. Et c'est important de montrer que, voilà, ce que j'aime bien moi aussi dans ces interviews, c'est que vous montrez aussi les galères. Bah c'est ce qu'il faut montrer, la réussite on s'en fout. C'est tout le chemin, voilà, c'est tout le chemin que vous avez mis et l'état d'esprit qu'il a fallu avoir, justement, pour passer ces galères-là et pas lâcher. Ouais, les réussites, si je te parle, j'ai un site qui fait 400 000 visiteurs par mois. Ouais, mais quoi? Enfin, tu vois, je peux pas aller beaucoup plus loin. J'ai pas d'histoire. Par contre, j'ai l'histoire de toutes les galères pour faire les 400 000 visiteurs par mois. Mais c'est ça qui fait la différence. La réussite n'a aucune histoire. La réussite, c'est l'aboutissement des galères. Tu vois? Pourquoi tu as eu envie d'appeler ton site Penser et agir? Là, parce que justement, moi, j'étais ce salarié qui, depuis tout petit, rêvait c'est pas d'être entrepreneur, c'est de créer un projet. C'était ça mon truc. Et donc, du coup, moi, je passais mon temps à penser. Et donc je cherchais le nom de ma marque et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, Et dans le métro, je me suis dit ouais, ce serait peut-être bien que j'arrête de penser et que je commence à agir, tu vois. Et là je me suis dit ça fume là, tu sais. Ouais, moi je suis vraiment comme ça. Et du coup je me suis dit cette phrase dans ma tête, ce serait bien que j'arrête de penser et que je commence à agir. Et je me suis dit bon bah ça y est c'est fait quoi. Penser et agir. Allez hop. Et après j'avais fait donc penser et agir, le développement personnel par l'action. Et après tout ça s'est raffiné et au bout de quelques années c'est devenu penser et agir parce qu'un seul choix peut tout changer. Qui est vraiment ce truc de se dire ok, tu sais le choix c'est actionner la pensée quoi, c'est vraiment mais juste un petit coup quoi, je fais juste un peu. Tu vois par exemple pour les gens qui disent je peux pas rencontrer d'acteurs par exemple, ils veulent je sais pas rencontrer Brad Pitt ou autre, tu vois c'est impossible, trop compliqué. Ben, moi je leur dirais tu te mets une heure devant ton ordinateur et tu contactes les 100 Brad Pitt, tu vois, c'est Brad Pitt mais aussi Jim Carrey, Will Smith, je sais pas, tu en contactes 100 tu vois des célébrités américaines par exemple. Et ben tu regardes. Mais tant que tu n'en as pas convaincu 100, me dis pas que c'est pas possible. Quoi. Parce que généralement, la personne, elle dit c'est impossible de contacter Will Smith. Voilà, elle essaye même pas. Pour elle, c'est déjà trop inatteignable, j'ai envie de te dire. Ça semble inatteignable. Alors que si tu en fais 100, 100 inatteignables, il y en a un ou deux qui vont être atteignables, même 10, quoi. Même une dizaine. Quoi. Et du coup, tu vas être le Français qui a rencontré Will Smith, Jim Carrey. T'en auras 5, quoi. Les croyances, tu vois, qui nous restreignent, qui nous mettent dans une certaine zone, où on pense que ça, c'est pas accessible, ça, c'est pas accessible, ça, c'est pas accessible. Et du coup, on réduit énormément son champ des possibles, alors que ce champ des possibles, il peut être explosé par qui? Par soi. Par n'importe qui. Ouais. Par exemple, je voulais interviewer des sportifs dans la musculation assez connus, tu vois. Okay. Et donc je me suis dit comment je vais faire pour les... Déjà, je me suis jamais dit que c'était impossible. Et je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour les avoir. Et il y avait le salon Body Fitness à Paris, donc je suis allé au salon. Et j'en voulais 4 que j'avais repérés. Okay. Et j'ai eu les 4. Mais il y en a un qui s'est déchiré le muscle le jour de l'interview, donc j'ai pas pu l'interviewer, mais j'ai eu les 3 autres. Et donc là-dedans, il y a donc Franck Ropers, je sais pas si tu connais, donc un chauve qui a 50 ans, qui a plus d'1 million de followers sur YouTube, qui est hyper connu, qui passe sur TF1 tout le temps. Un autre gars qui s'appelle Frédéric Delavier, qui est la personne qui a vendu le plus de livres de musculation au monde, donc c'est 40 millions de livres. Hein. C'est voilà, donc il est multimillionnaire, expatrié en Russie ou je ne sais plus où. Non, il n'est pas en Russie, je sais plus où il est. Mais lui, il est carrément venu chez moi dans le 14e pour faire l'interview. C'est quand même incroyable. Wow. Et Rudy Koya, qui est un autre gars qui est donc dans la musculation aussi, qui a sa salle de musculation dans le sud, qui a écrit un bouquin qui est super connu, tout ça. Donc c'est très très connus sur YouTube, complètement inatteignables pour le commun des mortels. Et moi, je suis juste allé au salon du fitness, j'ai fait mon ping-pong, tu vois, je t'interviewais. Je l'ai bien dit avec le cœur, je leur ai parlé d'eux, je leur ai dit pourquoi est-ce que je voulais les interviewer, pourquoi eux et pas un autre. Et les gens aiment parler d'eux. Et donc ça a été une manière. Et maintenant, je peux les appeler au téléphone, je leur contacte, ça a été fait, tu vois. Et ça a été 3 heures dans ma vie pour atteindre des gens que personne ne pense. Enfin, tu vois,
on se dit je peux pas les attendre, tu vois. Un gars comme Frank Hoppers qui La passe preuve. à la télé sur TF1, on se dit bah voilà, je Oui, peux voilà, pas l'avoir. il passe à la télé. De toute façon, toute personne, voilà, c'est la croyance, et les personnes qui passent à la télé. Et là, elles les gens sont, ils peuvent se dire ouais, mais il a un site connu, mais je suis pas allé en leur parlant de mon site, moi je suis allé en leur disant toi t'as fait ça Oui, et tu ça leur et as ça, parce que je connaissais leur vie. Et j'aurais dit je veux que tu me parles de ça, et après j'aurais dit parce que j'ai un site, tu vois. C'est bien parce que tu es en train de penser au pilote derrière. Toujours, Bien toujours. sûr. Et c'est vrai qu'il y a toujours les petites voix. Oui, mais oui, mais oui, C'est ça. mais oui, mais on pourrait faire une chanson avec tes oui, Tant mais que tu l'as pas non. fait, tu sais pas. Voilà. La seule chose, c'est qu'en fait, Mathieu, il a ouvert son champ des possibles. Il s'est pas dit que c'était pas possible. Et d'où, à partir de là, il est parti là où il était possible de les trouver. C'est ça. Donc, En fait, tu pars à l'envers. Tu te dis, je les ai interviewés, qu'est-ce que j'ai fait avant? Je les ai rencontrés. Ah, où est-ce que je les ai rencontrés? Où Ah, est-ce bah, il y a qu'on un les salon la rencontre? semaine prochaine, on va jouer Voilà. là, quoi. Tu vois, tu fais comme ça. Exactement. Donc, voilà. Changez vos croyances. Changez vos croyances Yes. et vous allez voir que vraiment, vous allez changer votre vie. On est d'accord? Ah, bah, complètement. C'est, Complètement. vous allez même plus la reconnaître, j'ai envie de dire. Ça va être juste incroyable, juste extraordinaire. Vraiment. Et c'est pas une histoire de chance, c'est pas une histoire de réseau, c'est pas une histoire de... C'est les Tout est dans la tête, ouais, tout est là, quoi. Tout est là. Quand vous comprenez ça, c'est ce que je veux vous montrer vraiment à travers ces vidéos, les pilotes. C'est que la majorité se passe ici. Quand vous avez débloqué toutes ces mauvaises croyances, elles s'envolent en éclats et là vous pouvez vraiment vous envoler. Il y en a de plus en plus qui se lancent dans l'entrepreneuriat et il y en a qui n'osent pas encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur... Par rapport aux jeunes, bah, ça, je peux encore parler de mon histoire, parce que moi je suis moins bien placé pour conseiller les jeunes. Mais quand j'étais jeune, et donc du coup on voulait organiser des concerts à Nantes, ben, on est allé voir la mairie, on a créé une association. Moi, si t'es jeune, pour moi, c'est une association. Alors à l'époque, ça s'appelait une junior association pour les mineurs. C'est super cool parce que c'est comme une petite entreprise. Il y a énormément d'aides pour les jeunes parce qu'il y a très peu de jeunes en fait. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y a très peu de jeunes qui entreprenaient. Donc c'est des aides où tu dois monter des dossiers, tu dois réfléchir, tu dois faire des choses. Et du coup, ça te permet quand même de rentrer un peu dans ça. Et tu commences à avoir de l'argent parce que nous, on avait eu 5 000 euros, 10 000 euros. Et quand tu as 17 ans, c'est énorme quoi. Et ça prend forme et tu es vachement bien entouré. Et les gens sont vachement cléments en fait avec toi. Donc ça te permet de démarrer avec. Ça te permet de démarrer avec un bon environnement. Dès que tu vas on allait voir les magasins de musique pour être sponsorisés, ils étaient super gentils avec nous, ils sponsorisaient tout le temps, même si c'était quelques centaines d'euros, ils étaient contents parce qu'on était jeunes. Et en fait après, bon moi j'ai pas continué dans la musique, mais si j'avais continué dans la musique sur Nantes, j'avais déjà tout le réseau en fait. J'avais tous les gens à la mairie, j'avais tous les magasins, je connaissais toutes les salles de concert, tout le monde me connaissait. Donc si t'es jeune, tu fais une association. Une association, voilà. Mais encore une fois, faut pas le faire pour gagner de l'argent. Tu le fais parce que tu as quelque chose à faire. Et là, tu vas créer ton réseau. À transmettre, tu as quelque chose vraiment que tu veux partager au plus grand nombre. Et, voilà, ouais, nous, c'était les concerts, la musique métal, machin, qu'on voulait répandre à Nantes. Et on faisait ça pour ça. Mais derrière, on a créé tout un réseau qui pouvait après nous faire gagner de l'argent si on voulait. Okay. Donc vous allez suivre le conseil de Mathieu. Voilà, si vous voulez entreprendre et que vous avez des choses à partager, passez par le monde associatif. Vous allez voir que, surtout quand on est jeune, voilà, il y a vraiment des personnes qui vont vous soutenir. Et il y a aussi des budgets qui sont... il y a des budgets conséquents. Hein. Voilà, mais les gens vont se tester aussi. Est-ce que j'aime bien parler de mon projet? Est-ce que je suis capable de le présenter? Ils vont clarifier leur vision. Énormément de choses à faire avant de gagner de l'argent. C'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, juste un petit conseil peut-être pour sortir de la timidité, comme tu étais un ancien timide. La timidité, ah là c'est long ça, hein, pour répondre à cette question-là. C'est le gros pavé. Moi, le premier truc, c'est de trouver la première action simple à faire qui peut t'amener à ça. Donc sortir de ta zone de confort. Ouais, mais simple. Oui, pas la plus... Moi, j'avais peur de parler aux filles quand j'étais ado. Et la première action simple que j'avais trouvée, c'était de demander l'heure à une mamie de 70 ans. Okay. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça reste une femme. Et qu'est-ce qui m'intimide pas? Moi, la mamie de 70 ans. C'est génial. Ouais. Et donc, j'ai demandé l'heure. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajeuni. Donc, j'ai fait 65 ans, 50 ans. T'as pris la machine du temps. Et en fait, tu te rends compte que passer de 40 ans à 35, c'est pas tant que ça. Puis de 35 à 30, en fait, c'est pas tant que ça. Et tu arrives aux filles de ton âge et tu demandes juste l'heure. Et une fois que tu as demandé l'heure, après, tu demandes autre chose. Donc, ça, c'est un exemple pour les filles. Mais c'est toujours pareil. En fait. Ouais, voilà. Mais vraiment pas avoir peur d'être créatif. Parce que je suis pas arrivé à la solution d'aller demander l'heure à des mamies comme ça. Quoi. Mais ouais, faut trouver un truc qui nous parle à nous. Tu dis, si je fais ça, ça va me rapprocher de 1 mm de mon objectif. Et plus loin, terminal, on va dire. Final, Donc allez-y, pas à pas, mais allez-y. Ne restez pas uniquement dans la tête en train de vous dire, moi alors qu'est-ce que je pourrais faire, mais allez-y, voilà, avec quelque chose de simple, comme disait Mathieu, pour pas que ça soit bloquant pour vous. Allez-y doucement, mais sûrement. Yes.
Ta vision à toi, Mathieu, Sûr. ça serait quoi vraiment ta vision avec ton site, avec ton livre aussi? La vision, c'est simple, chez Penser Agir, c'est aider les gens à redonner du sens à leur vie. Ouais. Donc il n'y a pas de notion de justement gagner de l'argent ou autre, c'est juste que quand ils soient sur leur lit de mort à la fin de leur vie, ils se disent au moins j'ai vécu une vie qui avait un sens pour moi et j'ai fait quelque chose qui avait du sens pour moi. Et donc on fait tout ça. Alors ça passe beaucoup par la création d'associations, d'entreprises ou autres, parce que c'est une façon de répandre quelque chose. Mais avant ça, il y a toute la quête de sens, c'est-à-dire qui je suis, pourquoi je suis là, etc. C'est cette introspection qu'on travaille du coup sur Penser Agir majoritairement. Et après, c'est tout ce qui est reprogrammation de l'inconscient, justement, qu'est-ce que la folie, qu'est-ce que le choix. On travaille beaucoup sur le choix et comment transformer l'impossible en possible. Donc là, ton rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'impacter un maximum de personnes pour qu'elles puissent honorer leur vie. Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'appelle le mouvement des actionnaires, du coup, ce qui sont les personnes qui vont actionner leur vie en leur redonnant du sens. Et donc il y a le livre qui se vend, qui est partout, comme c'est Hachette, du coup tu trouves. C'est ça. Donc le livre qui s'appelle C'est décider de changer de vie. Je change de vie. Donc vous aussi, vous allez décider de changer votre vie. En tout cas, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de vos rêves. C'est ça la clé. Voilà, c'est la clé, ouais. Donc prenez soin de vous. Moi, je vous mets toutes les informations, tous les détails dans le descriptif. Avec, sur le site et le livre. Voilà, le site les principales de Mathieu ressources. et le livre notamment. La principale ressource, si ça vous a plu ce que j'ai dit, c'est les bouquins, franchement. Et en plus, c'est vraiment pas marketeur de dire ça, parce que moi, je touche 1 euro par livre, je crois. C'est un compte d'éditeur. Mais vraiment, dans le livre, j'ai tout mis, quoi. Donc ça peut être, si vous voulez redonner du sens à votre vie, le livre, c'est le mieux. Et quand vous l'achèterez, justement, il y a... Faites une photo. Vous l'achetez et puis vous le postez à Mathieu, mais c'est surtout que vous avez une partie bonus. Oui, il y a une formation en ligne. Voilà, il y a une partie bonus à laquelle vous pourrez accéder avec l'achat du livre. Et donc vous irez sur le site Penser Agir et vous pourrez y accéder. Donc ça, c'est top. Voilà. Un petit mot de la fin, Mathieu? C'était un vrai plaisir de raconter mon histoire et mes galères et tout ça, et j'espère que ça pourra inspirer les gens, c'est ça le principal surtout. Exactement. Donc le mot de la fin, c'est vraiment prenez soin de vous, honorez vos vies et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez et puis vous la diffusez tout autour de vous. Si vous pouvez aider des personnes justement à ce qu'elles puissent passer à l'action et que justement qu'elles arrêtent de trop penser et qu'elles puissent passer à l'action et honorer leur vie. Donc à très bientôt les pilotes. Ciao. Ciao, ciao. Salut.